Bonsoir. 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 On va commencer. Avant de commencer la soirée, Sylvain Monnier, le maire de Saint-Va, voulait nous accueillir. Donc je précise que à Saint-Va, on nous a prêté la salle gracieusement pour organiser cette soirée. Donc c'est quand même plutôt appréciable pour faire ce genre de choses. Donc merci. Je te laisse. Bien, alors, juste simplement, je ne vais pas pouvoir rester avec vous ce soir, parce que pour des raisons professionnelles, demain matin, je vais me lever de très bonne heure. Donc, je vais aller manger vite fait et aller me coucher. Mais je voulais simplement vous souhaiter une bonne soirée, vous remercier d'être parmi nous à Saint-Va, vous souhaiter la bienvenue. Et puis, j'ai une de mes conseillères qui est là, qui me fera un petit rapport. Non, mais au moins, la commune est représentée par une de mes conseillères. Il y a un petit peu de monde de Saint-Va, enfin très peu, mais au moins, il y a ma conseillère. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Débattez bien sur le beau sujet qui est la transition écologique, hein, si on est bien d'accord. Et voilà, moi, ça n'engage que moi. Moi, je pense que pour laisser une belle planète à nos enfants, faut qu'on consomme autrement. Voilà. Je vous remercie. Bonne soirée. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Micro. Donc on va commencer cette soirée débat demain dans ma commune vers une agriculture sans carbone. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vers une agriculture sans carbone. La question qu'on se pose, j'ai eu des petites remarques sur le titre, on s'est un peu posé des questions sur le titre qu'on devait donner. La question qu'on se pose, c'est par rapport au changement climatique, comment on fait concrètement, quels que soient les secteurs d'activité, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, donc diminution des émissions d'équivalent carbone, pour justement limiter le changement climatique. La position qu'on va avoir, c'est d'essayer d'éviter le changement climatique, même si on sait bien que c'est un phénomène qui est déjà là, qui arrive, dont on perçoit certainement la gravité, mais la question qu'on va se poser, c'est comment on peut l'atténuer. Hein, c'est un petit peu comme ça qu'on formule la question, donc d'où cette idée agriculture sans carbone, transport sans carbone, alimentation sans carbone, etc. Demain dans ma commune, pourquoi on se pose cette question-là, c'est qu'on avait aussi envie de se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, localement. Est-ce que ce genre d'idée, pour avoir une agriculture moins émettrice de gaz à effet de serre, est-ce qu'on est capable ou est-ce qu'on a envie de le décliner, de se l'approprier, de le faire comment ça peut se concrétiser chez nous? Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat avant le débat, mais peut-être qu'on peut aussi se poser la question, est-ce que le changement va venir d'en haut et de grandes politiques, ou est-ce qu'il sera trop tard? Et auquel cas, est-ce qu'il ne faut pas qu'on se pose aussi localement les questions? Et il n'y aurait pas plutôt des actions peut-être plus rapides à mettre en place? Bon, ça c'est à discuter. Et ensuite, l'idée de soirée débat, c'est que moi je ne veux pas faire une conférence, donc je vais me présenter. Je m'appelle Mathieu Grenier, je suis agriculteur dans le village. Je suis membre du collectif citoyen pour le climat et la justice sociale du Pays de Caux. Le titre est un peu trop long. Donc moi je suis pas conférencier, je suis pas spécialiste du sujet. L'idée c'est vraiment qu'on ait une réflexion collective, qu'on puisse prendre le temps d'échanger sur le sujet. J'ai quand même préparé quelque chose pour alimenter la discussion et pour servir de point de départ. Je vais essayer de pas parler trop longtemps. Et la présentation va se décliner sur deux aspects. Donc le premier aspect, ça va être de dire de quoi on parle, c'est-à-dire l'agriculture émet des gaz à effet de serre, donc concrètement de quoi on parle, et est-ce qu'on peut le chiffrer et avoir un peu une idée des mécanismes qui sont en jeu. Et la deuxième partie, moi je propose de vous parler d'un scénario qui s'appelle le scénario After 2050, en fait qui est un exercice qui a été fait par un bureau d'études d'imaginer en 2050 quelle agriculture on pourrait avoir qui va justement répondre aux enjeux de nourrir la population, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et autres enjeux. Donc je trouvais que c'était un exercice assez intéressant pour lancer une discussion sur ces sujets-là qui sont assez complexes. Voilà. Et après, prendre le temps d'échanger, de discuter, on verra ça à ce moment-là. Voilà. Et ensuite, on va commencer. Il me semble que je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Ouais, si, on va commencer sur la partie un petit peu de quoi on parle, les émissions de gaz à effet de serre. Oui, je voulais juste faire une
une petite mise en garde, c'est quand on parle de ces sujets-là, on parle très vite dans des domaines assez techniques, et ça peut être des fois un petit peu clairement, les gens qui sont qui ont un petit peu de problème avec les sciences, la biochimie, la chimie, etc., ça peut être un peu compliqué. Je suis désolé, je vais essayer de faire au plus pédagogique. Voilà. Après, vous me redirez si on pourra revenir sur certains points après s'il y a des questions. Jean-Paul, je fais ça ou tu le fais? Non, je peux le faire. Hein. Si tu peux le faire, c'est mieux. Voilà. Alors, on va commencer donc agriculture et gaz à effet de serre. Donc, on va parler. Quand on va parler d'agriculture, on va parler de ce qui se passe au niveau des sols et on va parler de la photosynthèse. Donc, j'ai représenté ici 3 types de sols. Donc, on a. Alors, comment je vais faire pour premier type de sol, un sol donc cultivé. Donc, vous avez ici une carotte et puis du blé. Donc, la photosynthèse, c'est une réaction qui consiste à prélever le carbone qui est dans le CO2 dans l'atmosphère et à capter l'énergie de la lumière pour la combiner en matière organique que j'ai appelée comestible, parce qu'en fait les carottes, le blé, etc. c'est de la matière organique qu'on peut manger, donc c'est de l'amidon, par exemple, l'amidon qui est dans le blé. Donc on a bien une conversion de l'énergie solaire en énergie biochimique sous forme d'une molécule de matière organique, donc qui est composée de carbone, hydrogène, oxygène. Donc voilà, ça c'est vraiment la base un des premiers mécanismes, on va dire, de la photosynthèse dans l'agriculture. Et donc, cette matière organique est assimilable directement par nous, en bas du dessin, pour faire de la chaleur et du mouvement. C'est tout ce dont on a besoin pour vivre. À la base, on a besoin de chaleur et d'énergie pour se chauffer, et enfin pour maintenir notre température, et pour exercer des mouvements. Et tout le reste de nos besoins sont les conséquences de ça. Et au passage, on va réémettre du CO2. Voilà. J'en profite pour dire à ce moment-là qu'ici, on n'a aucun stockage de carbone. C'est-à-dire que le carbone... Ah, merci, ça c'est super. Appuie sur le orange. Le orange. Le carbone qui est prélevé ici pour la réaction chimique de photosynthèse est relargué ici. Donc là, il y a le bilan carbone finalement de notre parcelle cultivée est nul à ce stade de l'exposé. Voilà. Alors ensuite, la suite, on va parler des sols de forêt. Donc on va avoir le même mécanisme de photosynthèse, carbone, du dioxyde de carbone, énergie de la lumière, on va produire de la matière organique qui n'est pas comestible, hein, donc c'est le bois. Et ce bois peut servir d'énergie. On retrouve la même idée que la photosynthèse, c'est une conversion d'énergie entre une forme qui est l'énergie de la lumière et une forme qui est l'énergie biochimique de matière organique. C'est pas comestible, par contre, si vous brûlez du bois, vous vous chauffez. Donc on a bien l'idée qu'il y a de l'énergie dans cette matière organique. Donc on va garder cette idée-là. Voilà. Et ensuite, on va s'intéresser à un troisième type de sol, les prairies, donc avec de l'herbe. Donc la photosynthèse dans les prairies aboutit à la production de matière organique qui n'est pas comestible. Vous avez déjà mangé de l'herbe, donc vous n'êtes pas capable de la manger. La matière organique qui constitue les végétaux, c'est la cellulose. La cellulose, c'est du papier. Donc le papier, vous ne pouvez pas le manger. Par contre, ça a de l'énergie. Si vous brûlez une feuille de papier, ça chauffe. Donc on a toujours cette idée-là qu'il y a un transfert d'énergie depuis l'énergie du soleil vers de la matière organique, des molécules. Donc voilà, on produit dans ces sols-là de la matière organique qu'on ne peut pas exploiter directement dans notre intérêt, et donc nous nous sommes associés depuis le début de l'agriculture avec des animaux qui sont les ruminants. Donc les ruminants, eux, sont capables de manger cette matière organique parce qu'ils se sont associés avec des bactéries. Donc les ruminants ont 4 estomacs. Un de ces estomacs sert à mettre en place une fermentation à l'aide des bactéries de cette matière organique indigeste pour nous, et eux vont être capables de la digérer. Donc ils vont produire, comme nous, de la chaleur et du mouvement dont ils ont besoin pour vivre, et ils vont produire accessoirement des protéines animales, donc de la matière organique qui est assimilée par nous. Donc du lait et de la viande quand ils sont morts. Je le dis au passage, la fermentation liée à la rumination émet du méthane, CH4, on le retrouvera tout à l'heure. Donc c'est très utile, parce que ça nous permet de valoriser des plantes que nous, on ne peut pas manger,
Par contre, c'est pas du tout efficace, c'est-à-dire que pour produire 1 kg de lait ou de viande, il faut qu'une vache mange 10 kg d'herbe. Donc on a une énorme perte de rendement, ben, c'est normal, la vache s'est servie au passage, vu qu'elle a besoin elle aussi de se reproduire, se déplacer, etc. Voilà un petit schéma assez basique, on va dire. Il manque juste deux choses pour finir le tableau. Les animaux nous rendent service, c'est parce que par leur déjection, ils vont restituer une partie de la matière organique dans le sol et accroître, participer, on va dire, à la fertilité des sols. Et ensuite, au niveau des sols, il y a une partie de la photosynthèse qui va enrichir le sol en matière organique, qui va rester dans le sol. Donc dans tous les sols, il y a de la matière organique. Un sol, c'est pas un substrat inerte, c'est un système vivant. Et donc, puisque c'est vivant, dedans, à l'intérieur, il y a de la matière organique. L'enjeu ici, c'est que les sols sont capables de stocker de la matière organique. Hein, j'ai bien dit qu'ici, il n'y a pas de stock. Quand je fais pousser mes carottes, je stocke du carbone dans la carotte, mais une fois que je l'ai mangé, j'ai restitué le carbone. Par contre, quand une partie de la matière organique reste dans le sol, là, je stocke du carbone. Donc les sols sont capables de stocker du carbone. Quand on va travailler un sol, on va diminuer cette matière organique dans le sol. Donc ça, c'est des mécanismes qu'on va retrouver après. Un sol peut soit stocker du carbone, soit en déstocker, si par exemple on retourne une prairie, etc. Voilà un petit peu la partie biochimie SVT de l'exposé. Normalement, ça sert à quelque chose d'avoir parlé de ça. La suite... Ah oui, alors, ça c'est un petit peu le système entre guillemets naturel. On va complexifier le système en rajoutant ce que l'homme a su faire il y a 200 ans, c'est les énergies fossiles. Les énergies fossiles vont nous permettre de modifier profondément le système. Donc les énergies fossiles, je vais faire intervenir en premier lieu la fabrication d'engrais. Avec le gaz naturel, je peux fabriquer de l'azote. L'azote, sous forme d'engrais azoté, va me permettre de booster les rendements, produire plus à l'hectare de matière organique comestible, de matière organique fourrage, et donc, bien sûr, plus d'élevage. Ça, c'est la clé de la productivité agricole. C'est bien parce qu'on a utilisé ces engrais grâce aux énergies fossiles qu'on a pu augmenter les rendements et donc avoir une population qui augmente. On peut nourrir plus de monde. Donc, gros effet des énergies fossiles à ce niveau-là. Deuxième effet des énergies fossiles, c'est l'utilisation du pétrole pour la mécanisation. Donc, on ne va plus se servir des mouvements des animaux et donc de la traction animale. On va pouvoir mécaniser toute l'agriculture et donc bien sûr améliorer nos rendements. Et le troisième aspect, transport, industrie agroalimentaire. Que je vais avoir un petit peu du mal à formuler, mais l'idée, c'est que grâce aux énergies, on a pu développer les transports et développer toutes les activités de transformation, de commercialisation, etc. Et donc ça va radicalement transformer l'agriculture. On peut le voir sous plusieurs aspects. Par exemple, aujourd'hui, on peut considérer que, sachant que 3/4 de la population vit en ville, pour nourrir les grandes métropoles, on ne peut pas se satisfaire d'une ceinture de maraîchers autour de la ville qui ne produiront jamais assez pour nourrir 1 million ou plus de personnes. Donc il faut bien qu'on ait des transports pour être capable de déplacer les aliments jusque là où il y a les gens qui en ont besoin. Donc c'est bien les transports qui vont nous permettre notre système agricole qui est basé sur une spécialisation des exploitations, donc spécialisation des exploitations plutôt centrées vers les productions végétales, des exploitations plutôt centrées vers les élevages. Donc toute cette spécialisation est permise grâce au transport pour faire voyager un petit peu tout ça. Spécialisation de l'exploitation, spécialisation des régions, spécialisation des pays, vu que maintenant tout ce commerce est mondialisé. Clairement aujourd'hui en France, on produit des céréales fourragères pour les exporter dans d'autres pays d'Europe et on va récupérer la viande, on va importer la viande de nos voisins. Et inversement. Eux aussi produisent des céréales pour chez nous et on leur envoie de la viande chez eux. Donc, sans énergie fossile, ce système agricole ne fonctionne plus. Et on peut l'étendre aussi à la partie transformation, c'est-à-dire que dans un système classique, on mange des carottes, on mange de la farine, on mange de la viande. Aujourd'hui, ce que vous mangez est très majoritairement très transformé. Et donc cette transformation est très pratique, ça nous permet plein de choses, mais c'est surtout, ça repose sur l'utilisation d'énergie dans l'industrie et qui sont essentiellement des énergies fossiles. Voilà. Donc j'en viens à ce que je voulais dire au début.
où sont les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture dans tout ça? En rouge. En rouge. Alors, nous avons la principale source d'émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, c'est la fermentation des vaches. Donc, les ruminants émettent du méthane. Le méthane est un gaz très réchauffant. Ça réchauffe plus l'atmosphère que le CO2. Et donc, à ce niveau-là, on a à peu près 40% des émissions de l'agriculture. Donc, c'est considérable. Le deuxième gros poste, c'est la fertilisation azotée. Quand on utilise l'engrais azoté, c'est magique, ça nous a permis d'augmenter nos rendements, mais par contre, c'est un engrais qui n'est pas du tout efficient. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on en met une quantité de 2, il y en a une partie, je dis au pif de 1, qui est perdue sous forme de protoxyde d'azote. Le rapport que j'ai dit est complètement faux. Hein. Mais en gros, notre fertilisation azotée émet beaucoup de protoxyde d'azote, qui est aussi un gaz très réchauffant, 300 fois plus réchauffant que le CO2. Ce qui explique ce côté assez important. Donc la fertilisation azotée et donc la dynamique de l'azote dans le sol est responsable de 40% des émissions de CO2 de l'agriculture. Donc rien que ces deux gros postes-là expliquent la plus grosse partie de nos émissions. Le troisième poste, c'est la gestion des déjections. Donc nos déjections animales qui ont un rôle de fertilisant intéressant, finalement vont être soumises au même mécanisme en conditions anaérobies sans oxygène, un tas de fumier ou du lisier stocké dans une fosse à lisier, vont fermenter et émettre du méthane. Et quand on va épandre ces déjections, avec notre épandeur à fumier, notre tonalisier, on va produire du protoxyde d'azote. Et donc là, on est sur un 10-15% d'émissions de nos émissions sous cette forme-là. Ce qui nous permet de dire que l'élevage a une assez grosse part de responsabilité, mais l'élevage nous rend quand même un certain nombre de services. Donc, la plus grosse partie des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture sont liées à des mécanismes purement techniques agricoles. C'est-à-dire que c'est un petit peu difficilement possible de s'en passer. Donc on reviendra là-dessus. Et l'autre partie des émissions est liée à l'utilisation des énergies fossiles, c'est-à-dire quand on fait tourner un tracteur, donc on émet du CO2 par la combustion du pétrole. Donc ça c'est 10% des émissions de l'agriculture. Et ensuite on va avoir tout ce qui est un peu en périphérie du secteur purement agricole. Fabrication d'engrais. La fabrication d'engrais repose sur l'utilisation du gaz. Donc là, on est à 10 tonnes d'équivalent carbone, 10 millions de tonnes, pardon, d'équivalent carbone pour ce poste-là. C'est autant que l'utilisation du fuel comme carburant pour les exploitations agricoles. Alors, rien que la fabrication de l'engrais azoté. Donc c'est considérable. Ça se rajoute aux pertes au niveau de la fertilisation. Donc la méthanisation agricole, je l'ai dit, et ensuite, les transports, j'ai déjà dit. Alors, voilà. Voilà pour les explications. Voilà pour les chiffres. Donc l'agriculture, protoxyde d'azote lié au sol, l'azote dans le sol, la fermentation des vaches, les déjections, c'est la grosse partie des émissions de l'agriculture, et je rajoute dans la comptabilité, c'est comme ça que c'est compté, les émissions l'utilisation de carburant dans les exploitations. Alors c'est les tracteurs, c'est aussi les systèmes de chauffage, par exemple le chauffe-eau de la salle de traite ou le chauffage des serres. Voilà, donc ça représente, dans cette source-là, source de données Solagro, on est à 85 millions de tonnes équivalent CO2. Souvent on entend le chiffre de 100, donc en gros c'est 100. Ça dépend un peu après de comment on compte. Alors, j'ai rajouté l'ensemble agriculture, alimentation, sol. Donc à l'amont des exploitations agricoles, la fabrication de l'engrais azoté, c'est ce gros paquet. Donc c'est plus important que l'utilisation de carburant dans les tracteurs. Et en bleu, c'est la fabrication des autres intrants. Donc aliments, la construction des bâtiments, des outils, etc. Et on retrouve nos produits phytosanitaires, avec les questions qu'on se posait là-dessus. C'est dans ce poste-là. Donc 6 millions de tonnes équivalent carbone. Si on veut compter le coût, les émissions de carbone de la filière alimentaire, c'est-à-dire transport, industrie, etc., emballage, déchets, etc., j'ai mis un chiffre qui est une estimation. Au niveau mondial, les émissions de CO2 de l'agriculture, c'est 6 gigatonnes, et cette partie-là, on est entre 3 et 5. Donc c'est à peu près autour de 75%. Donc j'ai reporté ce chiffre-là. Et au niveau Europe, j'avais trouvé un chiffre qui était un peu plus élevé. On imaginait assez facilement qu'au niveau européen, on a plus d'industrie agroalimentaire. Donc c'est peut-être un petit peu plus.
Mais en gros, ça montre qu'il y a quand même un gros paquet du boulot qui se fait aussi au niveau de la filière, et pas seulement au niveau de l'agriculture. Et ensuite, on va terminer sur un poste qui est assez complexe, c'est ce qui se passe dans les sols. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait de la matière organique qui se stockait dans le sol, donc qui pouvait jouer le rôle de puits de carbone. Et il y a d'autres parcelles où, au contraire, on va perdre du carbone, parce qu'on va perdre de la matière organique. Si je fais la somme de toutes les parcelles, on arrive à un puits net. La France stocke globalement du carbone dans ses sols, et en gros, c'est dans les sols forestiers. Donc dans les sols forestiers, comme la surface en forêt a plutôt tendance à légèrement augmenter et que les forêts sont plutôt sous-exploitées, il y a une augmentation du stock de carbone dans les forêts. Dans les sols agricoles, c'est plutôt le contraire. On a plutôt l'artificialisation des sols, on a plutôt des conversions prairies qui deviennent labour, on a plutôt des surfaces de culture qui sont plutôt exploitées de façon, on va dire, conventionnelle, labour plus agriculture relativement intensive, et qui voient une érosion de la matière organique. Donc, dans tous ces sols-là, on a des sols qui déstockent du carbone. Le solde, c'est ça. Au niveau mondial, c'est à peu près la même chose, mais la partie déstockage est quand même un peu plus importante, parce qu'au niveau mondial, il y a de la déforestation. En France, on n'a pas de déforestation, mais au niveau mondial, il y a de la déforestation. Donc là, on libère du carbone qui était anciennement stocké dans les sols. Et pour la petite histoire, quand on fait de la déforestation dans des pays qui produisent de l'aliment du bétail pour nous envoyer chez nous. Donc on va retrouver une connexion entre la déforestation en Amérique du Sud et notre système d'élevage chez nous. Donc voilà, la partie pédagogique sur où on en est, où sont en fait les émissions de gaz à effet de serre, je m'arrête là. Quelques réflexions, alors normalement j'ai des petites notes pour ne pas me perdre. À ce stade de l'exposé, mais après on en discute, quand on voit ça, ça nous montre dans quelle direction on peut travailler pour atténuer le changement climatique en limitant nos émissions. Donc moi je vois quatre niveaux. La fertilisation azotée, qui est responsable d'une grosse partie. L'élevage, faut-il diminuer l'élevage? Faut-il, si l'élevage est responsable de plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre, faut-il devenir végétarien? Donc moi je suis agriculteur, j'ai des vaches, c'est une question qui me pose un peu problème, mais on peut en débattre. Donc ça, deuxième levier. Le troisième levier, c'est est-ce qu'on peut stocker du carbone dans le sol? Et donc là, au niveau agricole, on a clairement des leviers d'action, à mon avis, dans ce niveau-là. Et pour finir, il y a toute la partie qui est liée ici, là et là à l'utilisation des énergies fossiles. Et donc là, la question va se poser dans l'agriculture, l'agroalimentaire, comme dans tous les autres secteurs, est-ce qu'on est capable de se sevrer du pétrole? Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de déplacer les aliments, de les transformer, de les mettre dans des supermarchés, etc., sans pétrole? C'est plutôt compliqué, mais la question elle est là. Voilà. Donc moi je vois un peu ces questionnements-là, et je rajoute deux contraintes, sachant que j'ai parlé de baisser la fertilisation azotée. Je vois deux contraintes, c'est qu'il faut quand même nourrir les gens, et il faut nourrir les gens, on est nombreux, et il faut aussi faire avec le changement climatique. C'est-à-dire que le changement climatique va altérer notre capacité à produire à la production agricole. Érosion des sols, sécheresse, etc. Tous ces facteurs-là vont plutôt nous mettre des bâtons dans les roues que nous aider à continuer à nourrir la population. Voilà, donc un peu les questions que je me pose quand je vois ce document-là. Voilà. Donc s'il y a des questions un peu techniques, je propose qu'on y revienne après. Mais je voulais en passer par là aussi pour la suite de l'exposé, c'est ce travail-là qui s'appelle Alter 2050. Donc, comme son nom l'indique, c'est quelle agriculture, quel usage des sols en 2050 pour se nourrir, pour diminuer nos gaz à effet de serre, pour améliorer la biodiversité en tenant compte d'un certain nombre de contraintes sur l'agriculture. C'est fait par un bureau d'études qui s'appelle Solagro. Donc les gens qui sont un peu intéressés par l'agronomie, Solagro, c'est un peu des gens dans l'optique de vers une troisième voie en grande culture. Il y a 20 ans, c'était un bouquin où on parlait d'agronomie, la troisième voie entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle. C'est un petit peu l'état d'esprit qui traverse ce document. Et l'intérêt de ce travail-là, c'est que justement, il a une vision globale. C'est-à-dire qu'il va relier un petit peu tous les aspects, et moi c'est le seul travail que je connais de cette nature-là
qui permet de ne pas se focaliser que sur l'élevage, la fertilisation azotée, etc. etc. Donc, pour résumer ce travail-là, que j'ai choisi de vous présenter, parce que je trouvais que ça introduisait quand même pas mal la réflexion, il y a l'idée pour constituer ce système en fait, agricole en 2050. On va se baser sur quatre mécanismes, quatre choix. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on va manger? Parce que la question en fait, qu'on peut se poser, c'est clairement, aujourd'hui, si on devait tous manger comme un Européen ou un Nord-Américain, on n'est clairement pas capable de le faire. Par contre, si on mange moins de viande, on est certainement capable de le faire. Donc, se poser la question du système agricole, c'est quand même à un moment se poser la question du système alimentaire. Donc le choix qu'on va faire dans ce scénario-là, c'est de diviser par deux la quantité de viande et la quantité de lait, donc produits animaux, et on va les remplacer par des protéines végétales. Donc grosse hypothèse qui va nous permettre, bon, je le redirai après. Et un autre aspect qui est très important quand on se pose ces questions justement de transition, c'est une réflexion quand même sur le gaspillage. Donc le gaspillage, c'est 30% des dépenses des ménages en Europe. C'est-à-dire, bon, les dépenses des ménages, c'est pas que la matière brute, mais globalement, c'est quand même un chiffre qui est assez important. Et il se répartit en 3 tiers, 30% du gaspillage au champ, 30% dans la filière aval, transport, distribution, commerce, industrie, et 30% chez les ménages. Donc 30%, c'est considérable. Ça nous donne quand même une sacrée marge pour nourrir plus de monde. Donc avec ces deux aspects-là, on va quand même déjà... ici, on va déjà libérer des surfaces pour se nourrir, des surfaces qui étaient utilisées pour nourrir les animaux. Et puis ici, bon, on va quand même vraiment essayer de se libérer un petit peu de place pour maintenir la production. Enfin, pour que la production corresponde à la consommation. Alors ça, c'est le premier choix dans ce scénario. Deuxième choix, donc c'est là que ça commence à être un petit peu plus polémique, c'est qu'on va diviser le nombre de vaches par deux. Donc on divise le nombre de vaches par deux. Et on va veiller à ce que ces vaches-là restent liées aux prairies. On a vu que les prairies avaient un rôle, et que ce rôle pouvait être joué grâce aux vaches. Donc on va essayer de garder les vaches à l'herbe. Pardon. Voilà, donc je reviendrai pour détailler un petit peu ça. Donc au niveau élevage, j'ai dit. Au niveau, après on peut redétailler s'il y a des questions. Au niveau culture, donc le niveau culture est un petit peu le cœur quand même de la guerre. Au niveau des cultures, le choix, je vous dis tel que c'est formulé dans le document, c'est de généraliser l'agroécologie. L'agroécologie, c'est un mot assez vaste, qui recouvre un certain nombre de choses et qu'on pourrait résumer en disant utiliser au maximum des mécanismes naturels ou des mécanismes biologiques ou écologiques qui peuvent nous rendre service. Je vais redonner des exemples. Généralisation de l'agroécologie, ça va se traduire dans ce scénario par des couverts végétaux systématiques, 5% de la SAU en infrastructure écologique, haies, mares, bandes enherbées, zones un petit peu de biodiversité, qui vont nous rendre un certain nombre de services, à la fois pour la production et pour la résilience des systèmes. D'autres choix sont faits, 20% de la SAU en culture associée, c'est-à-dire, je ne fais pas que du blé. SAU, exact. Surface agricole utile. Donc c'est ce qui reste quand on a enlevé les zones artificialisées, les forêts et les zones naturelles. Donc en gros, c'est toute la surface utilisée par l'agriculture, sur laquelle on a une action au niveau agricole. Donc 100% de la SAU avec des couverts systématiques, c'est-à-dire des couverts végétaux entre les cultures. 5% consacrés à des infrastructures écologiques. 20% des cultures seront menées de façon associée, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire que du blé, on va faire du blé associé avec autre chose, par exemple du pois, voilà, je vous donne un exemple. 10% en agroforesterie, c'est-à-dire on va associer des cultures annuelles avec des arbres. 25% de la SAU en légumineuses. Je vais revenir sur ces points-là. Alors. Sur les 10% d'agroforesterie, c'est que tu mets de la culture dans des forêts ou tu mets des arbres dans des... On met des arbres dans les champs. Alors, le scénario imagine que l'agriculture conventionnelle majoritaire aujourd'hui, en 2010,